En Ituri, plusieurs localités sont désormais sous contrôle des FARDC, résultat des opérations menées par les forces armées sous le commandement du général Mugisha dans l'axe Komanda-Luna. Étienne Tshisekedi, 5 ans déjà dans l'au-delà, cet opposant hors pair qu'a connu la RDC, s'était distingué par sa lutte contre les antivaleurs. Une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire et nous reviendrons également sur son parcours dans ce journal. Situation confuse ce mardi en Guinée-Bissau, où des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays, provoquant ainsi un début de panique. Le journal, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Plusieurs localités de la chefferie de Walese-Vonkutu en Ituri sur la route nationale numéro 4 sont désormais sécurisées, et ce qui permet à la population de vaquer librement à ses occupations. Ceci est le résultat des opérations menées par les forces armées sous le commandement du général Mugisha Muleke de l'axe Komanda-Luna. Les forces armées congolaises ont renforcé leurs effectifs dans plusieurs localités du groupement Badiango, précisément dans les villages Mandibe 1 et 2, Apiyinzi 1, 2 et 3, en chefferie de Walese-Vonkutu, dans les territoires d'Iromo, sous les instructions du commandant axe opérationnel commandant Luna, le général Mugisha Muleke Joseph, le commandant des bataillons, le colonel Sami Bagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, à l'occasion ont visité le militaire FARDC commis dans ses positions. Le colonel Sami Bagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef du groupement Badiango, Undetaye Tipetolo Héritier, qui se réjouit de ce déploiement des militaires FARDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages qui sont occupés par les soldats loyalistes. À lui d'ajouter que cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. Ses coutumiers dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Na ba militaire na kudenonse kitu mbaya yale ambapo wanaona wanakuja haraka, wakishaona ambapo kitu yenyewe mbaya wanakuja kueleza. Ninashukuru etat de siege kwa sababu wanaendelesha kupiganisha maadui hadi mwisho. Loro japokuwa kazi haijaisha, mtu hawezi kutoka kwenye kazi. Loro wale ambapo wanasema hivi watulie, etat de siege yanje maliza kazi, ndio wasivile watakuja. De son côté, la population du village Apiyinzi 3 indiquait la situation est calme, justifiée par les entrées au champ qui n'est pas facile avant le déploiement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire d'Irumu. Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme dans plusieurs localités de la chefferie de Walese-Vonkutu et Basile, deux entités du territoire d'Irumu. Plusieurs activités ont été organisées à Kinshasa ce mardi, notamment une messe d'action de grâce pour rendre hommage et commémorer le 5e anniversaire de la mort de Étienne Tshisekedi wa Mulumba, opposant historique et ancien président de l'UDPS. Le père biologique de l'actuel président de la République s'est éteint à Bruxelles à l'âge de 84 ans de suite d'une maladie. La cérémonie a connu la présence de plusieurs officiels du pays, à savoir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, autorités militaires, les présidents des 2 chambres du Parlement, personnalités politiques de tous bords, tous venus rendre hommage au fondateur de l'UDPS et ancien Premier ministre, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé depuis le 1er février 2017 en Belgique. Dans son homélie, l'officiant du jour est revenu sur le parcours d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a combattu tout au long de sa carrière politique pour l'intérêt du peuple congolais et pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Les valeurs qu'incarnait cet homme d'État sur la scène politique congolaise sont à pérenniser et doivent servir d'exemple pour les générations futures. Aujourd'hui, 5 ans jour pour jour, ce grand monsieur, ce grand docteur, le tout premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, cet homme est parti, mais il a laissé derrière lui une idéologie, un style de vie, un mode opératoire en ce qui concerne l'opposition, pacifique, parce que beaucoup ont fait de l'opposition assez brutale, mais lui il a fait l'opposition pacifique pour arracher les pouvoirs. Aujourd'hui Étienne parti, nous avons les devoirs
de pérenniser son combat, pérenniser son idéologie, pérenniser ses enseignements. Bien avant la messe, le président de la République a procédé au dépôt d'une couronne de fleurs au mausolée de son père, entouré de sa famille et de représentants du parti présidentiel. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dévoilé au public une imposante statue de 8,5 mètres de hauteur. Ce monument a été érigé en hommage à Etienne Tshisekedi Wamulumba. Cela fait très exactement 5 ans depuis la disparition de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi, ancien Premier ministre et président de l'UDPS à Bruxelles. L'homme s'est distingué par sa détermination à lutter pour l'instauration d'un état de droit en RDC. Jean-David Kilolo a retracé son parcours dans ce récit. 5 ans après la mort d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, le peuple congolais se souvient de Sphinx délimité. Le combat de l'éternel opposant pourrait se résumer en la résistance, état de droit et le peuple d'abord. Etienne Tshisekedi a réussi à résumer sa pensée politique en quelques mots, mais bien plus en symbolique. C'est surtout cela qui a fait sa force en termes de communication politique. Sa lutte pour l'état de droit et la démocratie a amené certains à le désigner à tort comme le père de la démocratie, alors que, historiquement, le Congo indépendant a été déjà démocratique avant que Mobutu n'instaure la dictature. Le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba ont été démocratiquement élus. C'est en souvenir de ce système démocratique obstrué par Mobutu que Laurent Désiré Kabila va rebaptiser le pays en République démocratique du Congo. La force d'Etienne Tshisekedi, c'était aussi son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Or, qui dit démocratie, dit peuple. Face au tout-puissant Mobutu, Tshisekedi s'est choisi un allié aussi puissant, le peuple. C'est ce peuple qu'il peut mobiliser et envoyer dans la rue, même sans bouger de chez lui. Pour Tshisekedi, tout se résume au peuple, parce que son parti vise le progrès social. Il travaille pour le peuple. Son gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Le mot peuple était omniprésent dans sa bouche, qu'il employait parfois à tort, sans se rendre compte. À l'instar de grands opposants comme Gandhi et Mandela, Etienne Tshisekedi a choisi la résistance pacifique comme stratégie de lutte. Il a ainsi développé des méthodes de résistance comme les manifestations des rues et les villes mortes. Tshisekedi ne poussait pas seulement le peuple dans la rue, mais s'est placé lui-même souvent en première ligne. Etienne Tshisekedi est resté constant dans son combat. Il disait non à tout, comme parfois sans se donner du temps d'examiner la question. Si bien que d'autres médias l'ont même appelé Monsieur Non. Imperturbable, toujours capable de rebondir. La force aussi de Etienne Tshisekedi, c'est les mythes qu'il a construits autour de lui. Il a été nommé 3 fois, mais il n'a presque jamais travaillé comme Premier ministre. On ne saura jamais s'il était capable de traduire sa pensée politique en action. Les mythes, c'est aussi la manière dont est gérée la crise au sein du parti présidentiel. Et cette crise jette le doute sur les aptitudes de ceux qui gèrent au quotidien le parti et soulève des interrogations sur l'avenir de l'UDPS en l'absence d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Table ronde sur la paix et la sécurité dans la province du Sud Kivu. Le sujet était au centre de l'échange que Modeste Bachilukwebo a eu hier lundi au Palais du Peuple avec la délégation d'experts de la société civile du Sud Kivu conduite par Joseph Nkizou. Ces acteurs de la société civile originaires du Sud Kivu estiment que leur initiative vise à sortir leur province des conflits multiformes qui freinent le développement de cette province. Ils appellent tous les acteurs politiques du Sud Kivu, toutes tendances confondues, à se réunir autour de la sagesse de Modeste Bachilukwebo pour trouver la solution aux problèmes qui gangrènent leur province. Nous savons très bien que pour le moment, la personnalité qui a la préséance parmi nos leaders politiques, c'est le président du Sénat congolais, l'honorable Modeste Bachilukwebo. C'est à ce titre et qualité que nous sommes décidés de le rencontrer et nous avons eu à échanger sur cette table ronde en vue. Cette table ronde, c'est réunir les fils et filles du Sud Kivu, discuter de la paix et le développement de cette province. Notre préoccupation est totalement nationale, mais nous nous focalisons d'abord sur cette province
qui souffrent de difficultés sécuritaires. Disposé à accompagner l'initiative, le président du Sénat a encouragé ses hôtes, soutenant que les enfants du Sud Kivu doivent traiter les problèmes qui les concernent en toute sincérité, loin de l'hypocrisie qui les caractérise actuellement. Il a en outre exhorté les initiateurs de la table ronde d'insister sur la bonne gouvernance, la sécurité et le développement. Construction du port en eau profonde de Banana. Le président Félix Tshisekedi a posé la première pierre lundi 31 janvier 2022 à Mwanda, dans la province du Congo central, à la grande joie de la population de cette province. Le projet se fera en 4 phases, dont la première devra consister en la construction d'un quai de 600 mètres pour plus de 300 millions de dollars américains. Il permettra d'amener un volume de trafic de 360 000 conteneurs de 20 pieds pour cette première phase qui prendra 2 ans. Le coût total du projet est estimé à plus d'1 milliard de dollars américains. La construction du port en eau profonde de Banana va donc contribuer, selon le ministre des Transports, voies des communications et désenclavement chérubin Okende, à la réduction de la pauvreté par la création d'emplois directs et indirects, la réduction du coût des transports maritimes congolais et puis améliorer la qualité des infrastructures, promouvoir le transport des marchandises par conteneurs, ce qui facilite la multimodalité. Ce jour cristallise donc la vision du développement de toute une nation, la volonté de rendre l'âme à tous ces espoirs perdus et l'affirmation de porter haut notre ambition de grandeur au cœur de l'Afrique, sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. La firme émirati DP World, qui va exécuter à travers son chairman, indique que ce projet est l'un des plus grands investissements de DP World en Afrique. Ainsi, DP World a donc la mission de la conception, du financement, de la construction, l'exploitation et l'entretien du port en eau profonde. C'est aussi un projet intégrateur de première priorité pour les communautés économiques et régionales comme la CEMAC. États-Unis d'Amérique, RDC, Washington soutient que Kinshasa est un partenaire clé et stratégique qui a la liberté de se choisir d'autres partenaires à travers le monde en jouant un jeu égal. C'est en substance ce qu'a laissé entendre la sous-secrétaire d'État adjointe américaine Annie Holman lors d'une interview exclusive accordée à Télé 50. Suivez-la au micro de Fabien Lumbala. On ne demande pas à la RDC de choisir entre les États-Unis et la Chine. Nous notons que vous avez des différents partenaires et nous respectons ce choix. Mais ce que nous avons demandé, c'est d'avoir un champ de bataille équitable. Alors, lorsqu'il y a des opportunités pour inviter des sociétés américaines à compétir, que le terrain soit égal, que nous pourrions compétir pour des contrats, pour des concessions minières sur le même champ de bataille que tout autre partenaire de la RDC, et que le gouvernement nous fasse savoir lorsqu'il y a des opportunités. Nous sommes en train de parler avec des sociétés américaines qui sont intéressées, de voir si où les sociétés sont intéressées. Mais il faut aussi constater que les compagnies américaines ont des difficultés pour considérer les investissements dans les pays où il y a beaucoup de corruption, où il y a où le régime fiscal n'est pas si facile à manœuvrer. Le dialogue intergénérationnel s'ouvre à Kinshasa, des assises qui vont réunir plusieurs jeunes de la RDC d'ailleurs pour réfléchir autour des sujets concernant le développement de la jeunesse congolaise. Durant 3 jours, les jeunes venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo, du continent africain et de l'Europe se retrouvent dans le forum du dialogue intergénérationnel pour réfléchir autour du thème « Faire taire les armes » créons les conditions favorables pour le développement de l'Afrique. Plusieurs invités démarquent dont la conseillère du chef de l'État en matière
de la jeunesse, genre violence faite aux femmes, Chantal Moulop et Patrick Atengo ont pris part à ces assises. Et pour le président du Forum national de la jeunesse, ces échanges permettent un rapprochement entre différentes générations et pourraient éviter des guéguerres inutiles entre jeunes. Qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions nous poser beaucoup de questions sur ça et avoir une thérapie appropriée. Et donc nous demandons aux jeunes, comme nous l'avons toujours dit, d'éviter des divisions inutiles. Nous devons nous mettre ensemble, éviter qui est du nord, qui est du centre, qui est de l'est, qui est de l'ouest. Nous sommes Congolais et que nous devons mettre ensemble parce que nous devons gagner ensemble en tant que jeunes et nous devons gagner ensemble avec les autres générations. Le dialogue intergénérationnel est une initiative de l'Union africaine parrainée par le président de la République Félix Tshisekedi et président en exercice de l'Union africaine. Le participant travaille sur plusieurs thématiques, à savoir la démocratie, bonne gouvernance, sécurité et prévention des conflits. De ce dialogue sortira une feuille de route qui sera appelée feuille de route de Kinshasa, qui sera soutenue par une déclaration de tous les participants, jeunes et décideurs. Le Parti du peuple pour la paix et le progrès, P4, a ouvert une session ordinaire du comité exécutif en vue de réorganiser le parti pour affronter les élections de 2023. Des nouvelles structures ont été créées, notamment la centrale électorale et la cellule de communication. Réunis au siège du regroupement politique Front Patriotique et allié à l'UDPS, responsables des branches, trésorerie, intendance et inspection générale, tous cadres du Parti du peuple pour la paix et le progrès, en session ordinaire exécutif, dans le but d'affûter les armes pour attaquer en ordre utile les échéances électorales prochaines. Vous-même, vous l'avez si bien dit, que nous voulons affronter les élections et un parti politique digne de ce nom qui se reconnaît conforme à la loi, c'est que l'un des objectifs d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Il m'a parlé les voies légales. Pour aller à ce front et essayer d'obtenir les résultats qu'on attend, il faut impérativement se préparer. Landou Patrice Emery, président du parti, évoque ici les thématiques soulevées durant la session. C'est pour débattre d'un certain nombre de matières et nous avons à l'ordre du jour 3 projets de décision. La première porte sur la création et le fonctionnement de la centrale électorale permanente du parti CEP en sigle. La deuxième porte sur la cellule nationale de communication et la troisième porte sur la création des commissions permanentes au sein du parti. Ces matières sont débattues en 3 séances. Le 23 janvier et aujourd'hui le 29 janvier et nous allons poursuivre la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi 5 février 2022. Dans sa lutte, le président et membre du Parti socio-démocrate travaille également pour l'implantation du P4 dans toutes les provinces du pays. L'Office congolais de contrôle célèbre son 48e anniversaire ce mardi. Créé en 1974, l'OCC joue un grand rôle dans la protection des Congolais contre des produits contrefaits et la certification des marchandises. Créé en 1974, l'Office congolais des contrôles, OCC, a assuré le contrôle des produits et marchandises pour garantir la protection de la population congolaise, ainsi que la certification. Cet événement survient 3 jours à peine après un atelier de la réforme organisationnelle et structurelle de l'Office congolais des contrôles. Durant son parcours, l'OCC, Office congolais de contrôle, a connu des mutations en devenant une entreprise technique et scientifique pour faire face aux enjeux de la modernité avec la mise en place de la zone de libre-échange africaine, ZLECAf. L'OCC s'est doté sous couvert d'une feuille de route réformatrice, d'un ambitieux plan stratégique bâti autour des axes suivants. La mise en place d'un système de bonne gouvernance à toutes les échelles et d'un système de surveillance stratégique. Dirigé à ce jour par Dabi Lubiba Mambouya, directeur général ad interim de l'OCC, la célébration des 48 ans de l'Office congolais de contrôle a été marquée par la remise des médailles de mérite
aux agents et cadres des SOTEFIS, mais aussi les anciens membres du comité de direction de l'OCC qui n'ont pas été oubliés. Tout un symbole. Vous savez, ce pays ici, c'est la diabolisation à outrance. Mais quand aujourd'hui, les hauts cadres de l'OCC reconnaissent ce mérite-là, c'est une grâce. 2 fois reconnu par l'État qu'on est des bons travailleurs, donc ça nous fait chaud au cœur. Je suis heureux de voir qu'on a pensé à moi et qu'on a pensé aussi à mes prédécesseurs et successeurs. Donc il y a un nouvel état d'esprit, tant mieux, il faut le cultiver, il faut le soutenir, il faut le défendre. L'harmonie et la cohésion règnent à l'Office congolais des contrôles. Et c'est la présage un lendemain meilleur, avec la matérialisation des recommandations des assises de l'atelier des réformes organisationnelles et structurelles clôturées les samedis derniers à Palma Beach, à Kinshasa, commune de Lansele. C'est une fierté que ça se passe à notre mandat, le mandat de l'actuel conseil d'administration qui donne l'impulsion à la direction générale de faire le moyen de sa politique. Je suis très contente aussi de voir que l'OCC marque ce point, reconnaît la présence de la femme. Ça montre l'horizon à toute femme, à toute fille aujourd'hui qui veut faire un pas dans l'OCC, la porte lui sera ouverte. La direction générale de l'Agence congolaise des grands travaux a reçu le partenaire GED Africa qui a gagné le marché des travaux du projet Someno Kasinga Chalwe pour une réunion d'évaluation des travaux préliminaires qui s'exécutent en RDC comme sur la partie zambienne du projet. L'objectif affiché par les parties prenantes au projet Kasomeno Kasenga Chalwe lors de cette réunion était d'évaluer les travaux préliminaires qui se font tant en République démocratique du Congo que sur la partie zambienne du projet. Ces travaux préliminaires ont consisté, dans les 2 cas, en une ouverture d'une emprise de 30 mètres en zone inoccupée, un rechargement en matériaux sélectionnés et un compactage en vue de la création d'une toute nouvelle route qui connecte la RDC à la Zambie. Était présent le ministre en charge des infrastructures de la RDC, l'Agence congolaise de grands travaux, concepteur de ce projet, et GED Africa qui en a acquis les marchés. Mi-février, nous aurons fini les travaux préliminaires et nous sommes en train de recruter l'entreprise qui va carrément exécuter les travaux proprement dites, que nous appelons l'entreprise EPC. Le projet ne sera complet qu'avec les travaux définitifs qui consisteront en la construction d'un pont de 345 mètres de portée sur la rivière Luapula à hauteur du village Chalwe et l'asphaltage de la route Kasomeno Kasenga Chalwe Mwenda. Côté congolais, la RN35 sera bitumée et prolongée jusqu'à Chalwe sur 91 km. Alors pour les travaux proprement dites, nous devons nous situer, disons, mi de l'année, donc juin. Parce qu'il faut laisser 3 mois au niveau des institutions financières pour mobiliser le fonds après le recrutement de l'entreprise EPC. Ce projet, réalisé par les 2 pays, présente un avantage de raccourcissement du trajet de Dar es Salaam en Tanzanie à Lubumbashi d'environ 285 km. Et à la DGRAD, les responsables de toutes les administrations et services mobilisateurs des recettes non fiscales de l'État ont, au cours d'une réunion, évalué les réalisations de l'année 2021 afin d'élaborer les stratégies de mobilisation des recettes non fiscales pour l'exercice 2022. Dans le cadre de la mobilisation des recettes exercice 2022, le directeur général de la Direction générale des recettes administratives et domaniales et l'ensemble du personnel de cette régie financière travaillent d'arrache-pied pour doter le gouvernement de la République démocratique du Congo des moyens de sa politique. Après la conférence des directeurs organisée la semaine dernière, Jean Parfait Tambala a tenu une réunion avec les responsables des administrations et services mobilisateurs des recettes non fiscales de l'État. Cette séance de travail avait pour objectif d'évaluer les réalisations de l'exercice 2021 et examiner les stratégies de mobilisation des recettes pour l'année 2022. Ce jour pour nous, la DGRAD est un jour mémorable dans la mesure où la DGRAD, le service chargé d'ordonnancement et de recouvrement des recettes non fiscales, se met ensemble avec les responsables de toutes les administrations et services mobilisateurs de recettes non fiscales de l'État pour examiner ensemble
les stratégies de mobilisation de recettes de l'exercice 2022, mais également, avant ça, de passer en revue, d'évaluer les réalisations de l'exercice 2021 pour voir où est-ce qu'il y a eu des failles, où est-ce qu'il y a eu des écarts et obtenir ainsi à peaufiner les stratégies pour l'exercice en cours. L'année 2022 commence bien pour la DIGIRAD. Cette régie financière a atteint plus de 120% des assignations mensuelles pour le mois de janvier. Dans un autre chapitre, avant la reprise de la nouvelle année académique, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA a procédé le week-end dernier à l'accueil des nouveaux étudiants. Une occasion pour la PDG Rufine Luyeye de présenter ses vœux à l'ensemble du personnel et d'encourager les enseignants qui se sont distingués par la qualité du service rendu. Le tout a commencé les vendredis 28 juin 2022 avec les matchs de basket et de foot entre les nouveaux étudiants et ceux de classe supérieure. Les deux rencontres remportées par le nouveau. Le samedi, c'était la cérémonie proprement dite qui a commencé avec le mot d'encouragement de la PDG Rufine Luyeye Yala qui a encouragé les étudiants et exhorté à bien étudier pour être les vrais ambassadeurs de l'ISIPA partout où ils seront. Vous êtes les ambassadeurs de l'ISIPA. Vous devez défendre ISIPA. ISIPA, ce n'est pas seulement moi, mais c'est vous tous ici présents. Si nous voulons qu'on continue à parler de l'ISIPA comme excellence, c'est vous. Une ancienne a fait porter les polos de l'ISIPA à la nouvelle, en lui souhaitant la bienvenue à l'ISIPA, tandis que celle-ci l'a remercié pour l'accueil. Il y a eu présentation de l'ISIPA avec ses infrastructures, bâtiments et personnels. Nous, à ISIPA, chaque année, nous accueillons de façon officielle les nouveaux étudiants qui font le choix de ISIPA. Nous leur donnons les techniques pour réussir en milieu académique, mais également comment se comporter parce que nous ne donnons pas que la science, mais nous formons l'homme dans son intégralité. Donc nous inculquons à nos étudiants des valeurs afin que demain, ils puissent être des personnes utiles, non seulement pour eux-mêmes, pour leur famille, mais également pour la nation congolaise. L'orchestre de l'ISIPA, les clubs de judo, karaté et boxe, avec les combats d'exhibition. La PDG de l'ISIPA, Rufine Luyeye, a donné 8 frigos à 8 professeurs qui se sont distingués par la qualité, la ponctualité et la régularité. Le tout s'est terminé par un cocktail sous l'agrémentation de l'orchestre ISIPA Makwandungu. Échange de vœux de nouvel an entre le gouverneur du Olomami et ses collaborateurs. Une occasion pour lui d'inviter les uns et les autres au travail, car, dit-il, l'année 2022 se veut être une année des grandes actions. 2022, une année qui vient de commencer, c'est également une occasion pour les institutions du Olomami d'échanger les vœux, dresser une rétrospective de l'année passée et faire une projection pour l'avenir. Les gouverneurs ad intérim du Olomami, Kabamba Ilunga Batame, s'inscrivant dans cette logique, celle d'une société civilisée, s'est réunie avec ses collaborateurs, l'Assemblée provinciale du Olomami, les conseils provinciaux, les membres du gouvernement provincial et leur cabinet. Après avoir peint un tableau rétrospectif sur l'an 2021, Kabamba Ilunga a rappelé aux uns et aux autres les défis qui les attendent. Je voudrais tout aussi rendre hommage à notre chef de l'État, Fachi Beto, qui est le garant de la nation et qui nous permet de pouvoir nous asseoir ensemble pour commémorer le début de l'année 2022. Et je voudrais que nous tous, nous puissions militer pour la protection de la vie humaine. S'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas d'amour, nous ne pouvons pas espérer nous développer. Les convives, en partageant ces moments, ont renouvelé leur vision commune, celle de faire du Olomami un vivier économique, un pôle d'intelligence où les savoir-vivre et le mieux-être sont garantis. Et c'est là par l'unité. À nous tous qui sommes ici, de nous interpeller même tous les collaborateurs qui sont dans nos 5 territoires, je citerai Bukama, Kamina, Kanyama, Kabongo, Malebangulu, de nous atteler pour la cohésion.
de nous atteler pour trouver des solutions à nos problèmes économiques. 2022 se donc être une année de travail et de grandes réalisations à impact social. Vision du chef de l'État est l'une des résolutions de la dernière session des gouverneurs. Et dans la province du Haut-Uélé, le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga a fait le bilan à mi-chemin de son quinquennat dans une cérémonie d'échange de vœux avec ses principaux collaborateurs. L'autorité provinciale a également planté le décor pour le reste de son mandat. Face aux membres de l'organe délibérant du gouvernement provincial, du comité provincial de sécurité, de cabinet ainsi que le responsable de division provinciale de l'administration publique, l'autorité provinciale s'emploie à rappeler ses réalisations à la tête du Haut-Uélé. Nous avons réussi à réhabiliter, reconstruire, construire 1185 km de routes, 7 poids béton armés, une cinquantaine de prises. La RTPHI qui dispose de 42 engins de génie civil, 194 agents permanents, continue de s'agrandir tant en équipement, en personnel, mais surtout en expertise. Un bilan historique qui ne l'empêche pas de planter les décors pour le reste de son mandat. Pour cette année, mon gouvernement s'est engagé à maintenir l'élan de développement des infrastructures de base, les écoles et les hôpitaux, de promouvoir l'agriculture pour booster l'essor de notre province. Juste après, Christophe Bassiani-Nanga se livre à ses jeux de questions-réponses pour écouter ses collaborateurs. Je vous invite au patriotisme, au civisme fiscal, pour qu'à jamais nous puissions relever les défis du sous-développement conformément à la vision du chef de l'État. Après ce repas des cœurs, le gouverneur de province promet de perpétuer l'initiative qui lui permet d'être directement en contact avec ses collaborateurs afin de pouvoir récolter le maximum d'informations nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. En Afrique, la situation est très confuse ce mardi en Guinée-Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville, près des institutions du pays. Des détonations qui ont provoqué un début de panique. Les faits ont eu lieu en début d'après-midi autour du palais du gouvernement, exactement en plein conseil des ministres extraordinaires qui réunissait d'ailleurs le président de la République, Umaro Sissoko Embalo, le premier ministre Nuno Gomes Nabiam et le reste du gouvernement. Suite à cela, la séance a été interrompue. On en vient au rappel des principaux titres. En Ituri, plusieurs localités sont désormais sous contrôle des FARDC, résultat des opérations menées par les forces armées sous le commandement du général Mugisha dans l'axe Komanda Luna. Étienne Tshisekedi, 5 ans dans l'au-delà, cet opposant hors pair qu'a connu la République démocratique du Congo, s'était distingué par sa lutte contre les antivaleurs. Une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire à Kinshasa. Situation confuse ce mardi en Guinée-Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville, près des institutions du pays, provoquant ainsi un début de panique. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Communiqué nécrologique. Le lieutenant général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, son épouse et ses enfants ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances les décès de son fils, le 4e de la famille, répondant au nom de Grady Motende Ndima, âgé de 23 ans, décès survenu dimanche le 30 janvier 2022 à Kinshasa des suites d'une courte maladie. En attendant les programmes des obsèques qui sera rendu public incessamment, les corps du disparu est gardé à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Entre-temps, les décès tiennent dans la résidence du gouverneur à Goma et à Kinshasa. Ces communiqués tient lieu de faire part.